Irrité de l'interruption de sa femme, le duc la tint quelques instants sous le feu d'un silence menaçant, et ses yeux de chasseur avaient l'air de 2 pistolets chargés. Cependant, madame d'Arpajon avait échangé avec la princesse de Parme sur la poésie tragique et autres, des propos qui ne me parvinrent pas distinctement, quand j'entendis celui-ci prononcé par madame d'Arpajon. « Oh, tout ce que madame voudra, je lui accorde qu'il nous fait voir le monde en laid, parce qu'il ne sait pas distinguer entre le laid et le beau, ou plutôt parce que son insupportable vanité lui fait croire que tout ce qu'il dit est beau. Je reconnais avec votre Altesse que, dans la pièce en question, il y a des choses ridicules, inintelligibles, des fautes de goût, et que c'est difficile à comprendre, que cela donne à lire autant de peine que si c'était écrit en russe ou en chinois, car évidemment c'est tout excepté du français. Mais quand on a pris cette peine, comme on est récompensé, il y a tant d'imagination. » De ce petit discours, je n'avais pas entendu le début. Je finis par comprendre non seulement que le poète incapable de distinguer le beau du laid était Victor Hugo, mais encore que la poésie qui donnait autant de peine à comprendre que du russe ou du chinois était, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Pièce de la première époque du poète, et qui est peut-être encore plus près de Madame des Houlières que du Victor Hugo de la légende des siècles. Loin de trouver Madame d'Arpajon ridicule, je la vis, la première de cette table si réelle, si quelconque où je m'étais assis avec tant de déception, je la vis, par les yeux de l'esprit, sous ce bonnet de dentelle, d'où s'échappent les boucles rondes de longs repentirs que portèrent Madame de Rémusat, Madame de Broglie, Madame de Saint-Aulaire, toutes les femmes si distinguées qui, dans leurs ravissantes lettres, citent avec tant de savoir et d'à-propos Sophocle, Schiller et l'imitation, mais à qui les premières poésies des romantiques causaient cet effroi et cette fatigue inséparables pour ma grand-mère des derniers vers de Stéphane Mallarmé. « Madame d'Arpajon aime beaucoup la poésie, » dit à Madame de Guermantes la princesse de Parme, impressionnée par le ton ardent avec lequel le discours avait été prononcé. « Non, elle n'y comprend absolument rien, » répondit à voix basse Madame de Guermantes, qui profita de ce que Madame d'Arpajon, répondant à une objection du général de Beautreillis, était trop occupée de ses propres paroles pour entendre celles que chuchota la duchesse. « Elle devient littéraire depuis qu'elle est abandonnée. Je dirais à votre Altesse que c'est moi qui porte le poids de tout ça, parce que c'est auprès de moi qu'elle vient gémir chaque fois que Bazin n'est pas allé la voir, c'est-à-dire presque tous les jours. Ce n'est tout de même pas ma faute si elle l'ennuie. Et je ne peux pas le forcer à aller chez elle, quoique j'aimerais mieux qu'il lui fût un peu plus fidèle, parce que je la verrais un peu moins. Ah, mais elle m'assomme, et elle l'assomme, et ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais elle est ennuyeuse à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Elle me donne tous les jours de tels maux de tête que je suis obligée de prendre chaque fois un cachet de pyramidon. Et tout cela parce qu'il a plu à Bazin pendant 1 an de me trompailler avec elle. Et voir, avec cela, un valet de pied qui est amoureux d'une petite grue et qui fait des têtes si je ne demande pas à cette jeune personne de quitter un instant son fructueux trottoir pour venir prendre le thé avec moi. Ah, la vie est assommante, conclut langoureusement la duchesse. Madame d'Arpajon assommait surtout monsieur de Guermantes parce qu'il était depuis peu l'amant d'une autre, que j'appris être la marquise de Surgis-le-Duc. Justement, le valet de pied privé de son jour de sortie était en train de servir. Et je pensais que, triste encore, il le faisait avec beaucoup de trouble, car je remarquai qu'en passant les plats à monsieur de Châtellerault, il s'acquittait si maladroitement de sa tâche que le coude du duc se trouva cogner à plusieurs reprises le coude du servant. Le jeune duc ne se fâcha nullement contre le valet de pied rougissant.
et le regarda au contraire en riant de son œil bleu clair. La bonne humeur me sembla être, de la part du convive, une preuve de bonté. Mais l'insistance de son rire me fit croire qu'au courant de la déception du domestique, il éprouvait peut-être, au contraire, une joie méchante. « Mais ma chère, vous savez que ce n'est pas une découverte que vous faites en nous parlant de Victor Hugo, continua la duchesse, en s'adressant cette fois à madame d'Arpajon, qu'elle venait de voir tourner la tête d'un air inquiet. « N'espérez pas lancer ce débutant. Tout le monde sait qu'il a du talent. Ce qui est détestable, c'est le Victor Hugo de la fin. La légende des siècles, je ne sais plus les titres. Mais les feuilles d'automne, les chants du crépuscule, c'est souvent d'un poète, d'un vrai poète. Même dans les contemplations, ajouta la duchesse, que ses interlocuteurs n'osèrent pas contredire et pour cause, il y a encore de jolies choses. Mais j'avoue que j'aime autant ne pas m'aventurer après le crépuscule. Et puis dans les belles poésies de Victor Hugo, et il y en a, on rencontre souvent une idée, même une idée profonde. Et avec un sentiment juste, faisant sortir la triste pensée de toutes les forces de son intonation, la posant au-delà de sa voix et fixant devant elle un regard rêveur et charmant, la duchesse dit lentement « Tenez, la douleur est un fruit. Dieu ne le fait pas croître sur la branche trop faible encore pour le porter. Ou bien encore, les mots durent bien peu. Hélas, dans le cercueil, ils tombent en poussière, moins vite qu'en nos cœurs. » Et tandis qu'un sourire désenchanté fronçait d'une gracieuse sinuosité sa bouche douloureuse, la duchesse fixa sur madame d'Arpajon le regard rêveur de ses yeux clairs et charmants. Je commençais à les connaître, ainsi que sa voix, si lourdement traînante, si âprement savoureuse. Dans ses yeux et dans cette voix, je retrouvais beaucoup de la nature de Combray. Certes, dans l'affectation avec laquelle cette voix faisait apparaître par moments une rudesse de terroir, il y avait bien des choses. L'origine, de toute provinciale, d'un rameau de la famille de Guermantes, resté plus longtemps localisé, plus hardi, plus sauvageon, plus provoquant. Puis l'habitude de gens vraiment distingués et de gens d'esprit qui savent que la distinction n'est pas de parler du bout des lèvres, et aussi de nobles fraternisant plus volontiers avec leurs paysans qu'avec des bourgeois. Toute particularité que la situation de reine de madame de Guermantes lui avait permis d'exhiber plus facilement, de faire sortir toute voile dehors. Il paraît que cette même voix existait chez des sœurs à elle, qu'elle détestait, et qui, moins intelligentes et presque bourgeoisement mariées, si on peut se servir de cet adverbe quand il s'agit d'union avec des nobles obscurs terrés dans leur province, ou à Paris, dans un faubourg Saint-Germain sans éclat, possédaient aussi cette voix, mais l'avaient réfrénée, corrigée, adoucie autant qu'elle pouvait. De même qu'il est bien rare qu'un d'entre nous ait le toupet de son originalité et ne mette pas son application à ressembler aux modèles les plus vantés. Mais Oriane était tellement plus intelligente, tellement plus riche, surtout tellement plus à la mode que ses sœurs. Elle avait si bien compris, comme princesse des Laumes, fait la pluie et le beau temps auprès du prince de Galles, qu'elle avait compris que cette voix discordante, c'était un charme, et qu'elle en avait fait, dans l'ordre du monde, avec l'audace de l'originalité et du succès, ce que dans l'ordre du théâtre, une Réjane, une Jeanne Granier, sans comparaison du reste naturellement entre la valeur et les talents de ces deux artistes, ont fait de la leur. Quelque chose d'admirable et de distinctif que peut-être des sœurs Réjane et Granier, que personne n'a jamais connues, essayèrent de masquer comme un défaut. À tant de raisons de déployer son originalité locale, les écrivains préférés de madame de Guermantes, Mérimée, Meillac et Halévy, étaient venus ajouter, avec le respect du naturel,
un désir de prosaïsme, par où elle atteignait à la poésie et un esprit purement de société qui ressuscitait devant moi des paysages. D'ailleurs, la duchesse était fort capable, ajoutant à ses influences une recherche artiste, d'avoir choisi pour la plupart des mots la prononciation qui lui semblait le plus Île-de-France, le plus champenoise, puisque, sinon tout à fait au degré de sa belle-sœur Marcante, elle n'usait guère que du pur vocabulaire dont eût pu se servir un vieil auteur français. Et quand on était fatigué du composite et bigarré langage moderne, c'était, tout en sachant qu'elle exprimait bien moins de choses, un grand repos d'écouter la causerie de madame de Guermantes. Presque le même si l'on était seul avec elle et qu'elle restreignit et clarifia encore son flot, que celui qu'on éprouve à entendre une vieille chanson. Alors, en regardant, en écoutant madame de Guermantes, je voyais prisonnier dans la perpétuelle et quiète après-midi de ses yeux un ciel d'Île-de-France ou de Champagne, se tendre, bleuâtre, oblique, avec le même angle d'inclinaison qu'il avait chez Saint-Loup. Ainsi, par ces diverses formations, madame de Guermantes exprimait à la fois la plus ancienne France aristocratique, puis, beaucoup plus tard, la façon dont la duchesse de Broglie aurait pu goûter et blâmer Victor Hugo sous la monarchie de Juillet, enfin, un vif goût de la littérature issu de Mérimée et de Meillac. La première de ces formations me plaisait mieux que la seconde, m'aidait davantage à réparer la déception du voyage et de l'arrivée dans ce faubourg Saint-Germain, si différent de ce que j'avais cru, mais je préférais encore la seconde à la troisième. Or, tandis que madame de Guermantes était Guermantes presque sans le vouloir, son payronnisme, son goût pour Dumas-fils étaient réfléchis et voulus. Comme ce goût était à l'opposé du mien, elle fournissait à mon esprit de la littérature quand elle me parlait du faubourg Saint-Germain, et ne me paraissait jamais si stupidement faubourg Saint-Germain que quand elle me parlait de littérature. Émue par les derniers vers, madame d'Arpajon s'écria: « Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Oh, monsieur, il faudra que vous m'écriviez cela sur mon éventail, dit-elle à monsieur de Guermantes. Pauvre femme, elle me fait de la peine, dit la princesse de Parme à madame de Guermantes. Non, que madame ne s'attendrisse pas, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais pardon de vous dire cela à vous, cependant, elle l'aime vraiment. Mais pas du tout, elle en est incapable. Elle croit qu'elle l'aime, comme elle croit en ce moment qu'elle cite du Victor Hugo parce qu'elle est en train de dire un vers de Musset. Tenez, ajouta la duchesse sur un ton mélancolique, personne plus que moi ne serait touché par un sentiment vrai. Mais je vais vous donner un exemple. Hier, elle a fait une scène terrible à Bazin. Votre Altesse croit peut-être que c'était parce qu'il en aime d'autres, parce qu'il ne l'aime plus. Pas du tout. C'était parce qu'il ne veut pas présenter ses fils au jockey. Madame trouve-t-elle que ce soit d'une amoureuse? Non. Je vous dirai plus, ajouta madame de Guermantes avec précision. C'est une personne d'une rare insensibilité. Cependant, c'est l'œil brillant de satisfaction que monsieur de Guermantes avait écouté sa femme parler de Victor Hugo à brûle-pourpoint et en citer quelques vers. La duchesse avait beau l'agacer souvent, dans les moments comme ceux-ci, il était fier d'elle. Oriane est vraiment extraordinaire. Elle peut parler de tout, elle a tout lu. Elle ne pouvait pas deviner que la conversation tomberait ce soir sur Victor Hugo. Sur quelque sujet qu'on l'entreprenne, elle est prête. Elle peut tenir tête aux plus savants. Ce jeune homme doit être subjugué. Mais changeons de conversation, ajouta madame de Guermantes, parce qu'elle était très susceptible. Vous devez me trouver bien démodée, reprit-elle en s'adressant à moi. Je sais qu'aujourd'hui c'est considéré comme une faiblesse d'aimer les idées en poésie, la poésie où il y a une pensée. C'est démodé?
dit la princesse de Parme avec le léger saisissement que lui causait cette vague nouvelle à laquelle elle ne s'attendait pas, bien qu'elle sût que la conversation de la duchesse de Guermantes lui réserva toujours ces chocs successifs et délicieux, cet essoufflant effroi, cette saine fatigue, après lequel elle pensait instinctivement à la nécessité de prendre un bain de pied dans une cabine et de marcher vite pour faire la réaction. « Pour ma part, non, Oriane, dit madame de Brisac. Je n'en veux pas à Victor Hugo d'avoir des idées, bien au contraire, mais de les chercher dans ce qui est monstrueux. Au fond, c'est lui qui nous a habitués au lait en littérature. Il y a déjà bien assez de laideur dans la vie. Pourquoi au moins ne pas les oublier pendant que nous lisons ? Un spectacle pénible dont nous nous détournerions dans la vie, voilà ce qui attire Victor Hugo. Victor Hugo n'est pas aussi réaliste que Zola, tout de même, demanda la princesse de Parme. Le nom de Zola ne fit pas bouger un muscle dans le visage de M. de Beautreillis. L'antidreyfusisme du général était trop profond pour qu'il cherchât à l'exprimer. Et son silence bienveillant, quand on abordait ces sujets, touchait les profanes par la même délicatesse qu'un prêtre montre en évitant de vous parler de vos devoirs religieux, un financier en s'appliquant à ne pas recommander les affaires qu'il dirige, un Hercule en se montrant doux et en ne vous donnant pas de coups de poing. « Je sais que vous êtes parent de l'amiral Jurien de la Gravière, me dit d'un air entendu madame de Varambon, la dame d'honneur de la princesse de Parme, femme excellente mais bornée, procurée à la princesse de Parme jadis par la mère du duc. Elle ne m'avait pas encore adressé la parole, et je ne pus jamais dans la suite, malgré les admonestations de la princesse de Parme et mes propres protestations, lui ôter de l'esprit que je n'avais quoi que ce fût à voir avec l'amiral académicien, lequel m'était totalement inconnu. L'obstination de la dame d'honneur de la princesse de Parme à voir en moi un neveu de l'amiral Jurien de la Gravière avait en soi quelque chose de vulgairement risible. Mais l'erreur qu'elle commettait n'était que le type excessif et desséché de tant d'erreurs plus légères, mieux nuancées, involontaires ou voulues, qui accompagnent votre nom dans la fiche que le monde établit relativement à nous. Je me souviens qu'un ami des Guermantes, ayant vivement manifesté son désir de me connaître, me donna comme raison que je connaissais très bien sa cousine, madame de Chosgros. « Elle est charmante. Elle vous aime beaucoup. » Je me fis un scrupule bien vain d'insister sur le fait qu'il y avait erreur, que je ne connaissais pas madame de Chosgros. « Alors, c'est sa sœur que vous connaissez, c'est la même chose. Elle vous a rencontré en Écosse. » Je n'étais jamais allé en Écosse, et pris la peine inutile d'en avertir par honnêteté mon interlocuteur. C'était madame de Chosgros elle-même qui avait dit me connaître, et le croyait sans doute de bonne foi, à la suite d'une confusion première, car elle ne cessait jamais plus de me tendre la main quand elle m'apercevait. Et comme en somme, le milieu que je fréquentais était exactement celui de madame de Chosgros, mon humilité ne rimait à rien. Que je fusse intime avec les Chosgros était littéralement une erreur, mais, au point de vue social, un équivalent de ma situation. Et si on peut parler de situation pour un aussi jeune homme que j'étais. L'ami des Guermantes eut donc beau ne me dire que des choses fausses sur moi, il ne me rabaissa ni ne me suréleva, au point de vue mondain, dans l'idée qu'il continua à se faire de moi. Et somme toute, pour ceux qui ne jouent pas la comédie, l'ennui de vivre toujours dans le même personnage est dissipé un instant, comme si l'on montait sur les planches, quand une autre personne se fait de vous une idée fausse, croit que nous sommes liés avec une dame que nous ne connaissons pas, et que nous sommes notés pour avoir connu au cours d'un charmant voyage que nous n'avons jamais fait. Erreurs multiplicatrices et aimables, quand elles n'ont pas l'inflexibilité, rigidité de celle que commettait et commit toute sa vie, malgré mes dénégations, l'imbécile dame d'honneur de madame de Parme, fixée pour toujours à la croyance que j'étais parent de l'ennuyeux amiral Jurien de la Gravière.
Elle n'est pas très forte, me dit le duc. Et puis, ne lui faut pas trop de libation, je la crois légèrement sous l'influence de Bacchus. En réalité, madame de Varambon n'avait bu que de l'eau, mais le duc aimait à placer ses locutions favorites. « Mais Zola n'est pas un réaliste, madame, c'est un poète, » dit madame de Guermantes, s'inspirant des études critiques qu'elle avait lues dans ces dernières années et les adaptant à son génie personnel. Agréablement bousculée jusqu'ici au cours du bain d'esprit, un bain bien agité pour elle, qu'elle prenait ce soir et qu'elle jugeait devoir lui être particulièrement salutaire, se laissant porter par les paradoxes qui déferlaient l'un après l'autre, devant celui-ci, plus énorme que les autres, la princesse de Parme sauta par peur d'être renversée, et ce fut d'une voix entrecoupée, comme si elle perdait sa respiration, qu'elle dit « Zola, un poète ?» « Mais oui, » répondit en riant la duchesse, ravie par cet effet de suffocation. « Que votre Altesse remarque comme il grandit tout ce qu'il touche. » Vous me direz qu'il ne touche justement qu'à ce qui porte bonheur. Mais il en fait quelque chose d'immense. Il a le fumier épique. C'est l'Homère de la vidange. Il n'a pas assez de majuscules pour écrire le mot de Cambronne. Malgré l'extrême fatigue qu'elle commençait à éprouver, la princesse était ravie. Jamais elle ne s'était sentie mieux. Elle n'aurait pas échangé contre un séjour à Schönbrunn, la seule chose pourtant qui la flattât, ces divins dîners de madame de Guermantes, rendus tonifiants par tant de sel. « Il l'écrit avec un grand C !» s'écria madame d'Arpajon. « Plutôt avec un grand M, je pense, ma petite, » répondit madame de Guermantes, non sans avoir échangé avec son mari un regard gai qui voulait dire « Est-elle assez idiote ?» « Tenez, justement, » me dit madame de Guermantes, en attachant sur moi un regard souriant et doux, et parce qu'en maîtresse de maison accomplie, elle voulait, sur l'artiste qui m'intéressait particulièrement, laisser paraître son savoir et me donner au besoin l'occasion de faire montre du mien. « Tenez, » me dit-elle, en agitant légèrement son éventail de plumes, tant elle était consciente à ce moment-là qu'elle exerçait pleinement les devoirs de l'hospitalité, et pour ne manquer à aucun, faisait signe aussi qu'on me redonnât des asperges sauce mousseline. « Tenez, je crois justement que Zola a écrit une étude sur Elstir, ce peintre dont vous avez été regarder quelques tableaux tout à l'heure. Les seuls du reste que j'aime de lui, » ajouta-t-elle. En réalité, elle détestait la peinture d'Elstir. Elle trouvait d'une qualité unique tout ce qui était chez elle. Je demandai à monsieur de Guermantes s'il savait le nom du monsieur qui figurait en chapeau haute forme dans le tableau populaire, et que j'avais reconnu pour le même dont les Guermantes possédaient tout à côté le portrait d'apparat, datant à peu près de cette même époque où la personnalité d'Elstir n'était pas encore complètement dégagée et s'inspirait un peu de Manet. « Mon Dieu, » me répondit-il, « je sais que c'est un homme qui n'est pas un inconnu, ni un imbécile dans sa spécialité, mais je suis brouillé avec les noms. Je l'ai là sur le bout de la langue, monsieur, enfin, peu importe, je ne sais plus. Swann vous dirait cela. C'est lui qui a fait acheter ces machines à madame de Guermantes, qui est toujours trop aimable, qui a toujours trop peur de contrarier si elle refuse quelque chose entre nous. Je crois qu'il nous a collé des croûtes. Ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur est pour monsieur Elstir une espèce de mécène qu'il a lancé, et l'a souvent tiré d'embarras en lui commandant des tableaux, par reconnaissance. Si vous appelez cela de la reconnaissance, ça dépend des goûts. Il l'a peint dans cet endroit-là avec son air endimanché, il fait un assez drôle d'effet. Ça peut être un pontife très calé, mais il ignore évidemment dans quelles circonstances on met un chapeau de forme. Avec le sien, au milieu de toutes ses filles en cheveux, il a l'air d'un petit notaire de province en goguette. Mais dites donc,
Vous me semblez tout à fait féru de ces tableaux. Si j'avais su ça, je me serais tuyautée pour vous répondre. Du reste, il n'y a pas lieu de se mettre autant martel en tête pour creuser la peinture de M. Elstir que s'il s'agissait de la source d'Ingres ou des enfants d'Édouard de Paul de la Roche. Ce qu'on apprécie là-dedans, c'est que c'est finement observé, amusant, parisien, et puis on passe. Il n'y a pas besoin d'être un érudit pour regarder ça. Je sais bien que ce sont de simples pochades, mais je ne trouve pas que ce soit assez travaillé. Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une botte d'asperges. Elles sont même restées ici quelques jours. Il n'y avait que cela dans le tableau, une botte d'asperges, précisément semblable à celle que vous êtes en train d'avaler. Mais moi, je me suis refusée à avaler les asperges de M. Elstir. Il en demandait 300 francs. 300 francs une botte d'asperges, 1 louis, voilà ce que ça vaut, même en primeur. Je l'ai trouvé roide. Dès qu'à ces choses-là, il ajoute des personnages, cela a un côté canaille, pessimiste qui me déplaît. Je suis étonné de voir un esprit fin, un cerveau distingué comme vous aimer cela. Mais je ne sais pas pourquoi vous dites cela, Bazin, dit la duchesse, qui n'aimait pas qu'on dépréciât ce que ces salons contenaient. Je suis loin de tout admettre sans distinction dans les tableaux d'Elstir. Il y a à prendre et à laisser, mais ce n'est toujours pas sans talent. Et il faut avouer que ceux que j'ai achetés sont d'une beauté rare. Oriane, dans ce genre-là, je préfère 1000 fois la petite étude de M. Vibert, que nous avons vue à l'exposition des aquarellistes. Ce n'est rien si vous voulez, cela tiendrait dans le creux de la main, mais il y a de l'esprit jusqu'au bout des ongles. Ce missionnaire décharné, sale, devant ce prélat douillet qui fait jouer son petit chien, c'est tout de même un petit poème de finesse, et même de profondeur. « Je crois que vous connaissez M. Elstir, me demanda la duchesse. L'homme est agréable. Il est intelligent, dit le duc. On est étonné quand on cause avec lui que sa peinture soit si vulgaire. Il est plus qu'intelligent, il est même assez spirituel, dit la duchesse de l'air entendu et dégustateur d'une personne qui s'y connaît. Est-ce qu'il n'avait pas commencé un portrait de vous, Oriane? Demanda la princesse de Parme. Si, en rouge écrevisse, répondit madame de Guermantes. Mais ce n'est pas cela qui fera passer son nom à la postérité. C'est une horreur. Bazin voulait le détruire. Cette phrase-là, madame de Guermantes la disait souvent. Mais d'autres fois son appréciation était autre. Je n'aime pas sa peinture, mais il a fait autrefois un beau portrait de moi. L'un de ses jugements s'adressait d'habitude aux personnes qui parlaient à la duchesse de son portrait, l'autre à ceux qui ne lui en parlaient pas, et à qui elle désirait en apprendre l'existence. Le premier lui était inspiré par la coquetterie, le second par la vanité. Faire une horreur avec un portrait de vous? Mais alors ce n'est pas un portrait, c'est un mensonge. Moi qui sais à peine tenir un pinceau, il me semble que si je vous peignais, rien qu'en représentant ce que je vois, je ferais un chef-d'œuvre, dit naïvement la princesse de Parme. Il me voit probablement comme je me vois, c'est-à-dire dépourvu d'agrément, dit madame de Guermantes, avec le regard à la fois mélancolique, modeste et câlin, qui lui parut le plus propre à la faire paraître autre que ne l'avait montré Elstir. Ce portrait ne doit pas déplaire à madame de Gaillardon, dit le duc. Parce qu'elle ne s'y connaît pas en peinture? Demanda la princesse de Parme, qui savait que madame de Guermantes méprisait infiniment sa cousine. Mais c'est une très bonne femme, n'est-ce pas? Le duc prit un air d'étonnement profond. Mais voyons, Bazin, vous ne voyez pas que la princesse se moque de vous? La princesse n'y songeait pas. Elle sait aussi bien que vous que Gaillardonnette est une vieille poison, reprit madame de Guermantes, dont le vocabulaire, habituellement limité à toutes ces vieilles expressions, était savoureux.
comme ces plats possibles à découvrir dans les livres délicieux de Pampille, mais dans la réalité devenus si rares, où les gelées, le beurre, le jus, les quenelles sont authentiques, ne comportent aucun alliage et même où on fait venir le sel des marais salants de Bretagne. À l'accent, au choix des mots, on sentait que le fond de conversation de la duchesse venait directement de Guermantes. Par là, la duchesse différait profondément de son neveu Saint-Loup, envahi par tant d'idées et d'expressions nouvelles. Il est difficile, quand on est troublé par les idées de Kant et la nostalgie de Baudelaire, d'écrire le français exquis d'Henri IV, de sorte que la pureté même du langage de la duchesse était un signe de l'imitation, et qu'en elle, et l'intelligence et la sensibilité étaient restées fermées à toutes les nouveautés. Là encore, l'esprit de madame de Guermantes me plaisait, justement par ce qu'il excluait et qui composait précisément la matière de ma propre pensée, et tout ce qu'à cause de cela même il avait pu conserver cette séduisante vigueur des corps souples, qu'aucune épuisante réflexion, nul souci moral ou trouble nerveux n'ont altéré. Son esprit, d'une formation si antérieure au mien, était pour moi l'équivalent de ce que m'avait offert la démarche des jeunes filles de la petite bande au bord de la mer. Madame de Guermantes m'offrait, domestiquée et soumise par l'amabilité, par le respect envers les valeurs spirituelles, l'énergie et le charme d'une cruelle petite fille de l'aristocratie des environs de Combray, qui, dès son enfance, montait à cheval, cassait les reins aux chats, arrachait l'œil aux lapins, et aussi bien qu'elle était restée une fleur de vertu, aurait pu, tant elle avait les mêmes élégances, pas mal d'années auparavant, être la plus brillante maîtresse du prince de Sagan. Seulement, elle était incapable de comprendre ce que j'avais cherché en elle. Le charme du nom de Guermantes et le petit peu que j'y avais trouvé un reste provincial de Guermantes. Nos relations étaient-elles fondées sur un malentendu qui ne pouvait manquer de se manifester dès que mes hommages, au lieu de s'adresser à la femme relativement supérieure qu'elle se croyait être, iraient vers quelque autre femme aussi médiocre et exhalant le même charme involontaire? Malentendu si naturel, et qui existera toujours entre un jeune homme rêveur et une femme du monde, mais qui le trouble profondément, tant qu'il n'a pas encore reconnu la nature de ses facultés d'imagination, et n'a pas pris son parti des déceptions inévitables qu'il doit éprouver auprès des êtres, comme au théâtre, en voyage, et même en amour. Monsieur de Guermantes, ayant déclaré, suite aux asperges d'Elstir et à celles qui venaient d'être servies après le poulet financière, que les asperges vertes poussaient à l'air et qui, comme dit si drôlement l'auteur exquis qui signe eux de Clermont-Tonnerre, n'ont pas la rigidité impressionnante de leur sœur, devaient être mangés avec des œufs. Ce qui plaît aux uns déplaît aux autres et vice-versa, répondit M. de Bréauté. Dans la province de Canton, en Chine, on ne peut pas vous offrir un plus fin régal que des œufs d'ortolan complètement pourris. M. de Bréauté, auteur d'une étude sur les Mormons, parue dans la Revue des Deux Mondes, ne fréquentait que les milieux les plus aristocratiques, mais parmi eux, seulement ceux qui avaient un certain renom d'intelligence. De sorte qu'à sa présence, du moins assidue chez une femme, on reconnaissait que celle-ci avait un salon. Il prétendait détester le monde et assurait séparément à chaque duchesse que c'était à cause de son esprit et de sa beauté qu'il la recherchait. Toutes en étaient persuadées. Chaque fois que, la mort dans l'âme, il se résignait à aller à une grande soirée chez la princesse de Parme, il les convoquait toutes pour lui donner du courage et ne paraissait ainsi qu'au milieu d'un cercle intime. Pour que sa réputation d'intellectuel survécût à sa mondanité, appliquant certaines maximes de l'esprit des Guermantes, il partait avec des dames élégantes faire de longs voyages scientifiques à l'époque des bals. Et quand une personne snob
par conséquent sans situation encore, commençait à aller partout, il mettait une obstination féroce à ne pas vouloir la reconnaître, à ne pas se laisser présenter. Sa haine des snobs découlait de son snobisme, mais faisait croire aux naïfs, c'est-à-dire à tout le monde, qu'il en était exempt. Babal, c'est toujours tout, s'écria la duchesse de Guermantes. Je trouve charmant un pays où on veut être sûr que votre crémier vous vende des œufs bien pourris, des œufs de l'année de la comète. Je me vois d'ici trempant ma mouillette beurrée. Je dois dire que cela arrive chez la tante Madeleine, madame de Villeparisis. Conserve des choses en putréfaction, même des œufs. Et comme madame d'Arpajon se récriait, « Mais voyons, Philly, vous le savez aussi bien que moi. Le poussin est déjà dans l'œuf. Je ne sais même pas comment ils ont la sagesse de s'y tenir. Ce n'est pas une omelette, c'est un poulailler. Mais au moins, ce n'est pas indiqué sur le menu. » Vous avez bien fait de ne pas venir dîner avant-hier. Il y avait une barbue à l'acide phénique. Ça n'avait pas l'air d'un service de table, mais d'un service de contagieux. Vraiment, Norpois pousse la fidélité jusqu'à l'héroïsme. Il en a repris. Je crois vous avoir vu à dîner chez elle, le jour où elle a fait cette sortie à ce monsieur Bloch. Monsieur de Guermantes, peut-être pour donner à un nom israélite l'air plus étranger, ne prononça pas le ch de bloc comme un K, mais comme dans or en allemand, qui avait dit de je ne sais plus quel poète, qu'il était sublime. Châtellerault avait beau casser les tibias de M. Bloch, celui-ci ne comprenait pas et croyait les coups de genoux de mon neveu destinés à une jeune femme assise tout contre lui. Ici, M. de Guermantes rougit légèrement. Il ne se rendait pas compte qu'il agaçait notre tante avec ses sublimes données en vois-tu en voilà. Bref, la tante Madeleine, qui n'a pas sa langue dans sa poche, lui a riposté. « Eh, monsieur, que garderez-vous alors pour monsieur de Bossuet ?» Monsieur de Guermantes croyait que devant un nom célèbre, monsieur et une particule était essentiellement Ancien Régime. C'était à payer sa place. « Et qu'a répondu ce monsieur Bloch ?» demanda distraitement madame de Guermantes qui, à court d'originalité, à ce moment-là, crut devoir copier la prononciation germanique de son mari. « Oh, je vous assure que monsieur Bloch n'a pas demandé son reste. Il court encore. »« Mais oui, je me rappelle très bien vous avoir vu ce jour-là, » me dit d'un ton marqué madame de Guermantes, comme si de sa part ce souvenir avait quelque chose qui dut beaucoup me flatter. C'est toujours très intéressant chez ma tante. À la dernière soirée où je vous ai justement rencontré, je voulais vous demander si ce vieux monsieur qui a passé près de nous n'était pas François Copé. Vous devez savoir tous les noms, me dit-elle avec une envie sincère pour mes relations poétiques et aussi par amabilité à mon égard pour poser davantage aux yeux de ses invités un jeune homme aussi versé dans la littérature. J'assurai à la duchesse que je n'avais vu aucune figure célèbre à la soirée de madame Villeparisis. « Comment ?» me dit étourdiment madame de Guermantes, avouant par là que son respect pour les gens de lettres et son dédain du monde étaient plus superficiels qu'elle ne disait, et peut-être même qu'elle ne croyait. « Comment ? Il n'y avait pas de grands écrivains ? Vous m'étonnez. Il y avait pourtant des têtes impossibles. » Je me souvenais très bien de ce soir-là, à cause d'un incident absolument insignifiant. Madame de Villeparisis avait présenté Bloch à madame Alphonse de Rothschild, mais mon camarade n'avait pas entendu le nom, et croyant avoir affaire à une vieille Anglaise un peu folle, n'avait répondu que par monosyllabes aux prolixes paroles de l'ancienne beauté. Quand,
Madame de Villeparisis, la présentant à quelqu'un d'autre, avait prononcé très distinctement cette fois « la baronne Alphonse de Rothschild ». Alors était entrée subitement dans les artères de Bloch, et d'un seul coup, tant d'idées de millions et de prestige, lesquelles eussent dû être prudemment subdivisées, qu'il avait eu comme un coup au cœur, un transport au cerveau, et s'était écrié en présence de l'aimable vieille dame « Oh, si j'avais su !» exclamation dont la stupidité l'avait empêché de dormir pendant 8 jours. Ce mot de Bloch avait peu d'intérêt, mais je m'en souvenais comme preuve que parfois dans la vie, sous le coup d'une émotion exceptionnelle, on dit ce que l'on pense. Je crois que Madame de Villeparisis n'est pas absolument morale, dit la princesse de Parme, qui savait qu'on n'allait pas chez la tante de la duchesse, et par ce que celle-ci venait de dire, voyait qu'on pouvait en parler librement. Mais Madame de Guermantes, ayant l'air de ne pas approuver, elle ajouta « Mais à ce degré-là, l'intelligence fait tout passer. » Mais vous vous faites de ma tante l'idée qu'on s'en fait généralement, répondit la duchesse, et qui est, en somme, très fausse. C'est justement ce que me disait Mémé pas plus tard qu'hier. Elle rougit. Un souvenir inconnu de moi embua ses yeux. Je fis la supposition que M. de Charlus lui avait demandé de me désinviter, comme il m'avait fait prier par Robert de ne pas aller chez elle. J'eus l'impression que la rougeur, d'ailleurs incompréhensible pour moi, qu'avait eue le duc en parlant à un moment de son frère, ne pouvait pas être attribuée à la même cause. Ma pauvre tante, elle gardera la réputation d'une personne de l'Ancien Régime, d'un esprit éblouissant et d'un dévergondage effréné. Il n'y a pas d'intelligence plus bourgeoise, plus sérieuse, plus terne. Elle passera pour une protectrice des arts, ce qui veut dire qu'elle a été la maîtresse d'un grand peintre, mais il n'a jamais pu lui faire comprendre ce que c'était qu'un tableau. Et quant à sa vie, bien loin d'être une personne dépravée, elle était tellement faite pour le mariage, elle était tellement née conjugale, que n'ayant pu conserver un époux qui était du reste une canaille, elle n'a jamais eu une liaison qu'elle n'ait pris au sérieux, que si c'était une union légitime, avec les mêmes susceptibilités, les mêmes colères, la même fidélité. Remarquez que ce sont quelquefois les plus sincères. Il y a en somme plus d'amants que de maris inconsolables. Pourtant, Oriane, regardez justement votre beau-frère Palamède dont vous êtes en train de parler. Il n'y a pas de maîtresse qui puisse rêver d'être pleurée comme l'a été cette pauvre madame de Charlus. « Ah !» répondit la duchesse, « que votre Altesse me permette de ne pas être tout à fait de son avis. Tout le monde n'aime pas être pleuré de la même manière. Chacun a ses préférences. Enfin, il lui a avoué un vrai culte depuis sa mort. Il est vrai qu'on fait quelquefois pour les morts des choses qu'on n'aurait pas faites pour les vivants. » D'abord, répondit madame de Guermantes sur un ton rêveur qui contrastait avec son intention gouailleuse, on va à leur enterrement, ce qu'on ne fait jamais pour les vivants. Monsieur de Guermantes regarda d'un air malicieux monsieur de Bréauté, comme pour le provoquer à rire de l'esprit de la duchesse. Mais enfin, j'avoue franchement, reprit madame de Guermantes, que la manière dont je souhaiterais d'être pleurée par un homme que j'aimerais n'est pas celle de mon beau-frère. La figure du duc se rembrunit. Il n'aimait pas que sa femme portât des jugements à tort et à travers, surtout sur monsieur de Charlus. « Vous êtes difficile. Son regret a édifié tout le monde, dit-il d'un ton rogue. » Mais la duchesse avait, avec son mari, cette espèce de hardiesse des dompteurs, ou des gens qui y vivent avec un fou et qui ne craignent pas de l'irriter. « Eh bien non. Qu'est-ce que vous voulez? C'est édifiant, je ne dis pas.
Il va tous les jours au cimetière lui raconter combien de personnes il a eu à déjeuner. Il la regrette énormément, mais comme une cousine, comme une grand-mère, comme une sœur. Ce n'est pas un deuil de mari. Il est vrai que c'était 2 saints, ce qui rend le deuil un peu spécial. Monsieur de Guermantes, agacé du caquetage de sa femme, fixait sur elle avec une immobilité terrible des prunelles toutes chargées. « Ce n'est pas pour dire du mal du pauvre Mémé, qui, entre parenthèses, n'était pas libre ce soir, reprit la duchesse. Je reconnais qu'il est bon comme personne. Il est délicieux, il a une délicatesse, un cœur comme les hommes n'en ont pas généralement. C'est un cœur de femme, Mémé. »« Ce que vous dites est absurde, » interrompit vivement M. de Guermantes. « Mémé n'a rien d'efféminé. Personne n'est plus viril que lui. » Je ne vous dis pas qu'il soit efféminé, le moins du monde. Comprenez au moins ce que je dis, reprit la duchesse. Ah, celui-là, dès qu'il croit qu'on veut toucher à son frère, ajouta-t-elle en se tournant vers la princesse de Parme. C'est très gentil, c'est délicieux à entendre. Il n'y a rien de si beau que 2 frères qui s'aiment, dit la princesse de Parme, comme l'auraient fait beaucoup de gens du peuple, car on peut appartenir à une famille princière et à une famille par le sang, par l'esprit fort populaire. « Puisque nous parlions de votre famille, Oriane, dit la princesse, j'ai vu hier votre neveu Saint-Loup. Je crois qu'il voudrait vous demander un service. » Le duc de Guermantes fronça son sourcil jupitérien. Quand il n'aimait pas rendre un service, il ne voulait pas que sa femme s'en chargeât, sachant que cela reviendrait au même et que les personnes à qui la duchesse avait été obligée de le demander l'inscriraient au débit commun de ménage, tout aussi bien que s'il avait été demandé par le mari seul. « Pourquoi ne me l'a-t-il pas demandé lui-même » dit la duchesse. « Il est resté 2 heures ici hier, et Dieu sait ce qu'il a pu être ennuyeux. Il ne serait pas plus stupide qu'un autre s'il avait eu, comme tant de gens du monde, l'intelligence de savoir rester bête. Seulement, c'est ce badigeon de savoir qui est terrible. Il veut avoir une intelligence ouverte à toutes les choses qu'il ne comprend pas. Il vous parle du Maroc, c'est affreux. Il ne veut pas y retourner à cause de Rachel, dit le prince de Foix. Puisqu'ils ont rompu, interrompit M. de Bréauté. Ils ont si peu rompu que je l'ai trouvé il y a 2 jours dans la garçonnière de Robert. Il n'avait pas l'air de gens brouillés, je vous assure, répondit le prince de Foix, qui aimait à répandre tous les bruits pouvant faire manquer un mariage à Robert et qui d'ailleurs pouvait être trompé par les reprises intermittentes d'une liaison en effet finie. Cette Rachel m'a parlé de vous. Je la vois comme ça en passant le matin aux Champs-Élysées. C'est une espèce d'évaporée, comme vous dites. Ce que vous appelez une dégrafée, une sorte de dame aux camélias, ou figurée, bien entendu. » Ce discours m'était tenu par le prince Von, qui tenait à avoir l'air au courant de la littérature française et des finesses parisiennes. « Justement, c'est à propos du Maroc !» s'écria la princesse de Parme, saisissant précipitamment ce joint. « Qu'est-ce qu'il peut vouloir pour le Maroc ?» demanda sévèrement M. de Guermantes. « Oriane ne peut absolument rien dans cet ordre-là, il le sait bien. »« Il croit qu'il a inventé la stratégie, » poursuivit madame de Guermantes, « et puis il emploie des mots impossibles pour les moindres choses, ce qui n'empêche pas qu'il fait des pâtés dans ses lettres. L'autre jour, il a dit qu'il avait mangé des pommes de terre sublimes et qu'il avait trouvé à louer une baignoire sublime. Il parle latin, enchérit le duc. « Comment latin ?» demanda la princesse. « Ma parole d'honneur, que madame demande à Oriane si j'exagère. »« Mais comment, madame ? L'autre jour, il a dit dans une seule phrase, d'un seul trait, « Je ne connais pas d'exemple de sic transit gloria mundi plus touchant. » Je dis la phrase à votre Altesse, parce qu'après 20 questions, et en faisant appel à des linguistes, nous sommes arrivés à la reconstituer. Mais Robert a jeté cela sans reprendre haleine. On pouvait à peine distinguer qu'il y avait du latin là-dedans. Il avait l'air d'un personnage du malade imaginaire. Et tout ça s'appliquait à la mort de l'impératrice d'Autriche. « Pauvre femme !» s'écria la princesse. « Quelle délicieuse créature c'était !»
Oui, répondit la duchesse, un peu folle, un peu insensée, mais c'était une très bonne femme, une gentille folle très aimable. Je n'ai seulement jamais compris pourquoi elle n'avait jamais acheté un râtelier qui tint, parce que le sien se décrochait toujours avant la fin de ses phrases, et elle était obligée de les interrompre pour ne pas l'avaler. Cette Rachel m'a parlé de vous. Elle m'a dit que le petit Saint-Loup vous adorait. Vous préférez même à elle, me dit le prince Von, tout en mangeant comme un ogre, le teint vermeil, et dont le rire perpétuel découvrait toutes ses dents. Mais alors, elle doit être jalouse de moi et me détester, répondis-je. Pas du tout. Elle m'a dit beaucoup de bien de vous. La maîtresse du prince de Foix serait peut-être jalouse s'il vous préférait à elle. Vous ne comprenez pas? Revenez avec moi, je vous expliquerai tout cela. Je ne peux pas. Je vais chez monsieur de Charlus à 11 h. Tiens, il m'a fait demander hier de venir dîner ce soir, mais de ne pas venir après 11 h moins le quart. Mais si vous tenez à aller chez lui, venez au moins avec moi jusqu'au Théâtre-Français, vous serez dans la périphérie, dit le prince, qui croyait sans doute que cela signifiait à proximité ou peut-être le centre. Mais ses yeux dilatés dans sa grosse et belle figure rouge me firent peur, et je refusai, en disant qu'un ami devait venir me chercher. Cette réponse ne me semblait pas blessante. Le prince en reçut sans doute une impression différente, car jamais il ne m'adressa plus la parole. « Il faut justement que j'aille voir la reine de Naples. Quel chagrin elle doit avoir !» dit, ou du moins me parut avoir dit, la princesse de Parme, car ces paroles ne m'étaient arrivées qu'indistinctes à travers celles plus proches que m'avait adressées, pourtant fort bas, le prince Von, et qui avait craint sans doute, s'il parlait plus haut, d'être entendu de monsieur de Foix. « Ah non, répondit la duchesse, ça, je crois qu'elle n'en a aucun. »« Aucun ? Vous êtes toujours dans les extrêmes, Oriane, dit monsieur de Guermantes, reprenant son rôle de falaise qui, en s'opposant à la vague, la force à relancer plus haut son panache d'écume. « Bazin sait encore mieux que moi que je dis la vérité, répondit la duchesse. Mais il se croit obligé de prendre des airs sévères à cause de votre présence, et il a peur que je vous scandalise. »« Oh non, je vous en prie, s'écria la princesse de Parme, craignant qu'à cause d'elle on altérât en quelque chose ces délicieux mercredis de la duchesse de Guermantes, ce fruit défendu auquel la reine de Suède elle-même n'avait pas encore eu le droit de goûter. Mais c'est à lui-même qu'elle a répondu, comme il lui disait d'un air banalement triste, « Mais la reine est en deuil, de qui donc est-ce un chagrin pour vous, votre majesté ?»« Non, ce n'est pas un grand deuil, c'est un petit deuil, un tout petit deuil, c'est ma sœur. » La vérité, c'est qu'elle est enchantée comme cela. Bazin le sait très bien. Elle nous a invités à une fête le jour même et m'a donné 2 perles. Je voudrais qu'elle perdît une sœur tous les jours. Elle ne pleure pas la mort de sa sœur, elle la rit aux éclats. Elle se dit probablement, comme Robert, que sic transit. Enfin, je ne sais plus, ajouta-t-elle par modestie, quoiqu'elle sût très bien. D'ailleurs, madame de Guermantes faisait seulement en ceci de l'esprit, et du plus faux, car la reine de Naples, comme la duchesse d'Alençon, morte tragiquement aussi, avait un grand cœur, et a sincèrement pleuré les siens. Madame de Guermantes connaissait trop les nobles sœurs bavaroises, ses cousines, pour l'ignorer. « Il aurait voulu ne pas retourner au Maroc, » dit la princesse de Parme en saisissant à nouveau ce nom de Robert, que lui tendait bien involontairement comme une perche madame de Guermantes. « Je crois que vous connaissez le général de Montcerfeuil. »« Très peu, » répondit la duchesse, qui était intimement liée avec cet officier. La princesse expliqua ce que désirait Saint-Loup. « Mon Dieu, si je le vois, cela peut arriver que je le rencontre, » répondit, pour ne pas avoir l'air de refuser la duchesse,
dont les relations avec le général de Montcerfeuil semblaient s'être rapidement espacées depuis qu'il s'agissait de lui demander quelque chose, cette incertitude ne suffit pourtant pas au duc, qui, interrompant sa femme, « Vous savez très bien que vous ne le verrez pas, Oriane, dit-il, et puis vous lui avez déjà demandé 2 choses qu'il n'a pas faites. »« Ma femme a la rage d'être aimable, » reprit-il, de plus en plus furieux pour forcer la princesse à retirer sa demande sans que cela pût faire douter de l'amabilité de la duchesse, et pour que madame de Parme rejetât la chose sur son propre caractère à lui, essentiellement quinteux. « Robert pourrait ce qu'il voudrait sur Montcerfeuil, seulement comme il ne sait pas ce qu'il veut, il le fait demander par nous, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de meilleure manière de faire échouer la chose. Oriane a trop demandé de choses à Montcerfeuil. Une demande d'elle, maintenant, c'est une raison pour qu'il refuse. » « Ah, dans ces conditions, il vaut mieux que la duchesse ne fasse rien, » dit madame de Parme. « Naturellement, » conclut le duc. « Ah, ce pauvre général! Il a encore été battu aux élections, » dit la princesse de Parme pour changer de conversation. « Oh, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est que la 7e fois, dit le duc, qui, ayant dû lui-même renoncer à la politique, aimait assez les insuccès électoraux des autres. Il s'est consolé en voulant faire un nouvel enfant à sa femme. « Comment? Cette pauvre madame de Montcerfeuil est encore enceinte ?» s'écria la princesse. « Mais parfaitement, » répondit la duchesse. « C'est le seul arrondissement où le pauvre général n'a jamais échoué. »